Alors bonjour chers téléspectateurs, je suis en direct de Sidi Bouzid en Tunisie, parce qu'il s'est passé une révolution qui a grandement touché la population tunisienne, qui s'est passée du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011. Tout a commencé lorsque le président Zine El Abidine Ben Ali dirigeait très mal son pays, ce qui a mené à plusieurs grèves et manifestations de la population, plutôt chez les jeunes. Puis, à cause du chômage qui touchait beaucoup la jeunesse, plusieurs manifestations se sont passées, notamment ici, à Sidi Bouzid, pour lutter pour leur cas. Le président a longuement régné sur la République, soit de 1987 à 2011, ce qui fait 24 ans plus précisément. Ce qui a déclenché la révolution est lorsque un vendeur ambulant de fruits et légumes nommé Mohamed Bouazizi s'est brûlé devant le gouvernement car il n'en pouvait plus. Il s'est fait confisquer sa marchandise par les autorités. Il se trouve qu'il y avait de grandes inégalités sociales et régionales dans le pays qui touchaient surtout la jeunesse. 69% de la jeunesse étaient diplômés d'université, mais étaient quand même dans le chômage, ce qui a mené à plusieurs manifestations. Suite à 4 semaines consécutives de manifestations, la fin de la révolution s'est produite car le président, qui n'en pouvait plus, s'est enfui en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011, ce qui a mis fin à la révolution. Ici Hassan Obibi El Hatou. Bonjour, ici Jorge Kalbot à Abu Dhabi, au Pakistan. Je suis présentement devant l'une des anciennes cachettes de Oussama Ben Laden, l'un des terroristes qui a été le plus recherché de la planète jusqu'à sa mort. Alors, allons voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Comme on peut voir, c'est très indésordre. Il y a des chaises, des vélos pour filles. Sûrement des donations de ses anciens disciples. Bon, c'est super beau. Sortons. Oussama Ben Laden est décédé le 2 mai 2011, à 54 ans, dans l'une de ses luxueuses résidences à Abu Dhabi, au Pakistan. Sa résidence était sous surveillance par les services de renseignement américains depuis le 2 août 2010. Lors de l'attaque par un commando américain, on aurait tué 4 personnes, dont une de ses femmes et un de ses enfants. Oussama Ben Laden était recherché pour de nombreux actes terroristes qu'il avait commis des années auparavant, comme les attentats du 11 septembre 2001 qu'il avait revendiqués, les attentats à la bombe au Kenya et l'assassinat en 1994 d'un couple d'agents secrets allemands. De plus, depuis l'annonce de sa mort, les réactions fusent de toutes parts, qu'elles soient de joie ou de colère. Notamment aux États-Unis ou à Washington et à New York, on a assisté à de nombreuses manifestations où on a brûlé des photos, des chandails à son effigie. Aussi, le groupe Al-Qaïda avait juré vengeance lors du décès de Ben Laden. Ils ont finalement mis leur menace à exécution le 13 mai 2011 en orchestrant un attentat à la bombe qui tua plus de 91 personnes au Pakistan. Également, le président Bush est sorti de son mutisme qu'il observe depuis son départ de la présidence américaine. Il a qualifié la journée du décès de Ben Laden comme l'une des plus grandes journées des États-Unis. Barack Obama a lui aussi qualifié cette journée d'une journée incroyable et il a également dit qu'il était très fier d'avoir participé à la capture de Ben Laden. C'était Jorge Kalbot à Abu Dhabi, Pakistan, pour le TVA Nouvelle. Je suis présentement dans le quartier financier de Wall Street où a eu lieu une très grande manifestation en septembre et octobre 2011. Le magazine Adbusters a organisé une manifestation pacifique dans les rues de Wall Street pour contester le pouvoir politique que les grandes banques possèdent en raison de leur argent. Lors de cette manifestation, des milliers de personnes ainsi que de grandes célébrités ont occupé les rues de Wall Street. Cependant, il n'y a eu presque aucune répercussion sur les grandes banques et leur pouvoir politique. Comme vous pouvez le voir, certains gens sont très tenaces et persévérants et manifestent encore aujourd'hui, en ce dimanche de février. Solidarité! C'était tout pour ce reportage sur le mouvement Occupons Wall Street. C'était pouilleux pour le reportage de français, là. Bonjour, je suis Dimitri Kalachnikov et je suis présentement à quelques kilomètres de l'aréna officielle du Locomotive. Ce soir, nous allons vous parler de ce qui est arrivé à l'équipe du Locomotive le 7 septembre 2011. Alors,
Je vais commencer par vous faire une brève explication de ce qui s'est passé. L'avion qui portait l'équipe du locomotive russe à son premier match s'est écrasé en heurtant une antenne parabolique tout près de l'aéroport. Ceci a enflammé l'avion et elle s'est ensuite écrasée dans la rivière Tsunukna à quelques kilomètres de l'aéroport. Alors, de cette interruption. Bon. Les autorités ont estimé que ce soit une erreur de pilotage ou un dysfonctionnement du moteur, de l'appareil, un Yak 42. Alors, je vais vous après cette tragédie, il y a eu 2 survivants, un joueur et un membre du personnel. Le joueur était Alexander Galimov, mais le miracle ne s'est pas produit pour lui. À la matinée du 9 septembre, il est mort après 80 à 90% de brûlures sur son corps. Le président de la ligue de la KHL a obligé à chaque équipe de la KHL de libérer 2 ou 3 joueurs, ce qui fera un bassin de 45 à 50 joueurs, où le nouvel entraîneur en chef du Locomotive pourra piger les joueurs les plus talentueux pour reformer une nouvelle équipe. Certains fanatiques ne sont pas très charmés de cette nouvelle parce qu'ils trouvent que c'est un très grand manque de respect pour les anciens joueurs du Locomotive qui sont tous décédés malheureusement dans cette tragédie. Laissez-nous vos commentaires sur tva.canoe.ca.